Je vous propose de commencer. Donc, je me présente, Claire Thomas, chargée de mission aires protégées au sein de l'Agence régionale biodiversité et environnement. Avant de commencer ce webinaire, donc d'abord, je vous présente les règles du jeu de ce webinaire. Pour poser une question, vous pouvez utiliser le module questions-réponses qui est réservé à cet effet en bas de votre barre sur l'application Zoom. Et ce webinaire va être enregistré ainsi que les présentations. Et tout sera mis en ligne sur le site de la RBE d'ici une dizaine de jours. Donc, Claire Thomas de la RBE, je vais vous présenter le guide sur les outils de protection du patrimoine naturel. Puis nous aurons une présentation de la réserve naturelle régionale des Gorges de Daluy, présentée par Guy Monnier, donc le maire de Daluy et président de la société de chasse de Daluy, et par Cécile Lemarchand, donc de la Ligue pour la protection des oiseaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et qui est également conservatrice de la réserve naturelle régionale des Gorges de Daluy. Et en fin de webinaire, donc, nous aurons un temps d'échange où nous pourrons récupérer les différentes questions que vous aurez mises sur l'onglet que je vous ai indiqué juste avant. Donc, l'Arbre en quelques mots. Nous sommes un établissement public de coopération environnementale, donc à la fois un outil de coopération entre la région, l'État et des collectivités engagées, et également un opérateur. Notre mission principale, ça va être de mobiliser tous les acteurs et accompagner les territoires dans la préservation de la biodiversité et la transition écologique. Actuellement, nous comptons environ 38 agents. Avant de vous présenter le guide, je vais vous faire une rapide remise en contexte de son élaboration. Donc, la SNAP, qui a été adoptée en janvier 2021, court jusqu'en 2030. Elle compte en tout 7 objectifs, 18 mesures, qui visent à développer quantitativement et qualitativement le réseau d'aires protégées, mais aussi améliorer le suivi, l'animation et l'évaluation du réseau qui est existant. La SNAP va être déclinée dans les différentes régions de France via des plans d'action territoriaux. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc le plan d'action territorial est animé par la RBE et l'ADREAL, en lien étroit avec la région. Et pour répondre aux différents objectifs de la SNAP, plusieurs actions vont être menées via ce plan régional. Ce plan reprend la structure de la SNAP avec ses objectifs, ses mesures, les actions adaptées à notre région pour y répondre. Et le PAT actuel court de 2026 à 2030, donc dans la continuité du précédent, et il sortira prochainement. Parmi les différents objectifs de la SNAP, nous allons nous intéresser particulièrement à l'objectif 1, qui est un objectif quantitatif. À savoir, d'ici 2030, doter le territoire français de 30% d'aires protégées et de 10% de ce qu'on va appeler des aires sous protection forte, des zones de protection forte. Côté marin, le prochain objectif est d'avoir 5% de zones de protection forte en mer Méditerranée d'ici 2027. Nous allons nous arrêter déjà sur les définitions de ces termes. Une aire protégée, c'est un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, et ce par tout moyen efficace, que ce soit juridique ou autre, pour assurer à long terme la conservation de la nature, des services écosystémiques et également des valeurs culturelles qui lui sont associées. Les zones de protection forte, ce sont également des zones géographiques dans lesquelles les pressions engendrées par les activités humaines qui pourraient compromettre la conservation des enjeux écologiques vont être absentes, évitées, supprimées ou fortement limitées, et ce, de manière pérenne, grâce à la mise en œuvre d'une protection foncière ou d'une réglementation adaptée, associée à un contrôle effectif des activités donc, qui seraient concernées. Je vous propose de nous arrêter un instant sur cette notion de protection forte. C'est le décret du 12 avril 2022 qui définit cette notion et les modalités de sa mise en œuvre. Donc concrètement, un espace naturel peut être classé en protection forte s'il répond à 3 critères. Le premier, c'est si les pressions engendrées par les activités humaines qui seraient susceptibles de compromettre la conservation des enjeux écologiques de cet espace-là seraient supprimées ou significativement limitées de manière pérenne. Si une protection adaptée est mise en place, donc si possible à travers un document de gestion, mais cela peut aussi être une charte ou si l'espace est dans une aire plus grande qui, elle, a un plan de gestion. Et enfin, s'il y a un dispositif opérationnel de contrôle des réglementations et des mesures qui sont proposées dans l'espace. Donc vous avez ici le lien vers ce décret du 12 avril 2022. On va ensuite distinguer deux types de zones de protection forte. Il y a ce qu'on va appeler la reconnaissance automatique en zone de protection forte. Ça va concerner les cœurs de parcs nationaux, les réserves naturelles, les arrêtés préfectoraux de protection et également les réserves biologiques. Et de l'autre côté, on va avoir ce qu'on appelle une reconnaissance en cas par cas. Donc là, la reconnaissance intervient après un examen au regard de critères. Et donc la liste apparaît ici. Au moment de l'écriture du guide,
Les instructions ministérielles qui vont préciser les conditions opérationnelles de ces examens au cas par cas n'étaient pas sorties. Elles sont parues pendant l'été 2025 pour pouvoir classer certaines aires protégées ou certains espaces en zone de protection forte avec un plus grand détail sur le processus. Et donc, vous avez les liens qui sont disponibles juste ici. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, actuellement, on a près de 60% du territoire qui est couvert par des aires protégées, donc on est bien au-delà de l'objectif de 30% d'aires protégées, et de 6,8% pour des zones de protection forte. Donc pour le coup, l'objectif de 10% n'est pas atteint en région, et c'est pour répondre à cet objectif que plusieurs actions sont menées, dont des projets de création ou d'extension d'aires protégées, des actions de concertation également. Et c'est dans ce contexte qu'intervient la création du guide sur les outils de protection du patrimoine naturel. Ce guide a été co-construit entre l'ARB Occitanie et l'ARB Provence-Alpes-Côte d'Azur, et tout partait en fait d'un constat avec l'Adréal et la région, qu'un grand nombre des acteurs que nous essayons de toucher, comme les collectivités, pour protéger le patrimoine naturel, ne connaissaient pas en fait les différents outils qui existent. Donc il y avait ce besoin d'un inventaire exhaustif, complet et clair de l'existant. On a donc mené ce travail de recherche et de rédaction avec l'ARB Occitanie. Vous avez ici les liens vers les deux différents guides. Et nous avons donc abouti à cette publication qui s'adresse à toute personne ou structure souhaitant œuvrer à la mise en protection d'un espace naturel ou désireuse de mieux comprendre les outils de protection existants. Je vous propose aujourd'hui dans cette présentation de vous accompagner dans la lecture de ce guide pour une meilleure compréhension, mais n'hésitez pas par la suite, si vous avez des questions lorsque vous souhaitez l'utiliser, à revenir vers moi. Voici comment s'organise le guide. Donc, il commence par quelques mots introductifs, défile la définition d'une aire protégée, d'une zone de protection forte, et on pose ensuite 3 questions pour guider la réflexion. Est-ce qu'il existe une connaissance suffisante sur mon territoire? Que souhaite-t-on protéger et pourquoi souhaite-t-on le protéger? Puis nous avons en premier chapitre un aperçu général des types d'aires protégées. Vous y retrouverez des cartographies, un tableau de synthèse, un schéma que je vais vous détailler juste après. Puis on a une partie où on vous explique les préalables à la mise en place d'une protection, donc à savoir la connaissance du territoire. On va ici exposer les différentes possibilités pour rassembler de la connaissance sur son territoire. Vous avez ensuite la partie 3, qui est la partie centrale du guide, où vous avez les différentes fiches sur les types d'aires protégées existants. Puis une partie sur les outils de planification territoriale, et enfin une partie sur la protection forte, donc pour entrer un peu plus dans les détails de cette notion. Au tout début du guide, nous avons décidé de créer ce schéma qui permettait d'avoir un premier aperçu général des types d'aires protégées existants. Donc, ce schéma présente les outils de protection du patrimoine naturel avec 3 niveaux d'information. Tout d'abord, le type d'outil de protection qui se matérialise ici par le code couleur, les autorités compétentes pour leur création, qui se retrouvent sur le bord de ce schéma, et enfin, s'il s'agit d'une aire protégée normale, d'une zone de protection forte ou d'une zone de protection forte au cas par cas, et cela se matérialise par les petits macarons que vous voyez en dessous. Tout d'abord, en orange, vous avez les outils de protection réglementaire. Ici, toute activité susceptible de nuire à la biodiversité remarquable peut être soit réglementée, soit interdite, et des contrôles peuvent être réalisés par des agents commissionnés. Cela va concerner les réserves naturelles nationales, régionales, les périmètres de protection de ces réserves naturelles, les zones de conservation halieutique, au sein des parcs nationaux, les cœurs et les réserves intégrales, les réserves biologiques, les sites classés dont les grands sites de France, les arrêtés préfectoraux de protection de biotopes ou de géotopes et habitats naturels, les réserves nationales de chasse et de faune sauvage. Ensuite, nous avons en violet les outils de protection fonciers. Ici, les terrains qui sont gérés dans le cadre de la protection de la nature vont pouvoir être acquis. Donc, la plupart du temps, le classement en protection forte peut être rattaché à ces 2 types d'outils, donc réglementaires que je vous ai présentés juste avant et fonciers. Et les outils de protection fonciers vont concerner parfois les espaces naturels sensibles, les sites du conservateur du littoral, et cela peut concerner certains sites des conservatoires d'espaces naturels. Nous avons ensuite les outils de protection contractuelle en bleu. Les usages d'un espace vont être maîtrisés soit par la mise en œuvre d'un contrat, d'une convention ou par exemple d'un bail. Cela concerne les parcs naturels marins, les parcs naturels régionaux, certains espaces naturels sensibles et sites des conservatoires d'espaces naturels, les sites Natura 2000 et au sein des parcs nationaux, les aires d'adhésion de parcs. Puis nous avons les labels au titre de convention internationale, donc ils vont s'additionner aux autres types de protection et ils assurent une reconnaissance d'un enjeu international et donc d'une forte responsabilité patrimoniale. Cela concerne les sites Ramsar, les géoparcs, les réserves de biosphère et les biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Nous avons ensuite les outils de planification territoriale, donc qui ne sont pas des aires protégées au sens de la SNAP, mais pour améliorer le bon état du réseau d'aires protégées, ils peuvent être complémentaires ou indispensables. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix d'élaborer une rubrique pour parler de ces outils à la fin du guide, puisqu'on souhaitait tout de même avoir un chapitre pour en parler, mais garder comme cœur du guide les aires protégées au sens de la SNAP. Donc on voit finalement dans ce schéma qu'il existe plusieurs outils avec différentes autorités compétentes pour les créer, donc c'est-à-dire signer l'acte final de création. Mais il restait quand même très important pour nous de rappeler que même si les communes ne sont pas celles qui signent à la fin à la création, elles restent très importantes dans l'initiative de la création et tout au long du processus. Tout le monde a vraiment son rôle à jouer et doit être impliqué. Et je dirais même que sans l'acceptation des communes, que ce soit les élus ou les habitants, la pérennité d'une aire protégée peut vraiment être compromise. Donc ce qu'on va appeler l'ancrage territorial est essentiel. Je voulais aussi vous mettre en avant la possibilité de superposition entre des outils de protection. Certains statuts ne sont pas incompatibles. Cela peut se superposer. Cela permet aussi de mobiliser des leviers différents. Donc, par exemple, avoir un outil contractuel et rajouter par-dessus un outil réglementaire si on voit que cela est un peu mieux adapté pour protéger les enjeux environnementaux de son site. Seuls les parcs naturels régionaux, les parcs nationaux et les parcs marins ne peuvent pas se superposer. À la suite du schéma, vous trouverez un tableau récapitulatif des aires protégées. On a décidé d'indiquer plusieurs informations. Donc, premièrement, le type d'aire protégée. Ensuite, s'il s'agissait d'une aire protégée, d'une zone de protection forte, les deux ou le cas par cas. La nature de la protection, comme j'ai pu vous l'exposer juste avant avec le schéma. S'il s'agit d'une aire protégée terrestre ou marine. Les chiffres et pourcentages sur la surface actuelle en région sud. Par type d'aire protégée par rapport à la surface régionale. Quel gestionnaire ou type de gestionnaire pour ce type d'aire protégée. Nous avons également les financements principaux, donc si cela relève plutôt de l'État, des collectivités territoriales, le temps moyen de création, la durée de la protection, la gouvernance de l'aire protégée qui est divisée en instances décisionnelles, consultatives et scientifiques, et enfin l'obligation ou non d'un document de gestion. Un point sur les financements, en plus de protéger le patrimoine naturel, mettre en place une aire protégée, c'est une plus-value remarquable pour le territoire qui est concerné. Cela peut amener des retombées économiques et également une attractivité renforcée du territoire. Ces avantages peuvent s'accompagner d'une responsabilité nouvelle pour le territoire puisqu'il faut anticiper la gestion de cette aire protégée qui sera différente en fonction de l'outil choisi. Et pour ça, donc, les financements et les différentes aides peuvent être très intéressantes pour les collectivités. Je voulais ici mettre en avant la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales qui a été instaurée en 2019 et qui vise à soutenir toutes les communes rurales dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée ou va jouxter une aire marine protégée. Cette dotation a aussi pour but de valoriser les services écosystémiques qui sont ainsi rendus par les communes et elle est comprise entre 3 000 et 100 000 euros par an en fonction du nombre d'habitants, de la superficie en aire protégée et du type d'aire protégée. Vous avez ici un lien vers une plaquette explicative pour en savoir un peu plus sur la dotation aménité rurale. Nous passons ensuite à la partie cœur du guide où vous avez en fait chaque aire protégée qui va être détaillée selon une fiche outil où nous avons essayé d'être exhaustive mais synthétique. C'est donc un maximum de 2 pages par fiche où vous retrouverez toujours la même structure. Donc d'abord le nom de l'outil, le logo, le macaron pour savoir s'il s'agit d'une zone de protection forte ou non, une première description de cet outil, les étapes de création, comment se passe la gestion une fois que l'aire protégée est créée, les différents atouts, les limites, une rubrique pour en savoir plus qui va vous renvoyer aux articles de loi, et enfin un exemple qui permet de faire témoigner un gestionnaire en région. Donc pour vous présenter aujourd'hui seulement un outil, puisque le nombre d'outils, je ne pouvais pas vous présenter toutes les fiches, mais au moins cela vous donne aussi un aperçu concret de ce à quoi ça peut ressembler dans le guide. Donc voici un exemple avec les arrêtés de protection. J'ai fait le choix de ce type d'aire protégée, puisqu'il s'agit d'aires protégées assez communément employées, car relativement facile et rapide à mettre en œuvre. Et donc vous avez tout d'abord la partie descriptive. Ici, il y a donc 3 possibilités pour les arrêtés préfectoraux de protection. Soit de biotope. Donc un biotope, c'est une aire géographique caractérisée par des conditions climatiques, physico-chimiques homogènes qui vont permettre l'existence d'une faune et d'une flore spécifiques. Donc ici, l'arrêté de protection de biotope va vous permettre de fixer des interdictions temporaires ou permanentes pour assurer une protection du biotope d'espèces protégées.
Nous avons ensuite l'arrêté de protection des habitats naturels, qui est une protection analogue à celle juste au-dessus, qui va cibler des milieux naturels pour leur rôle essentiel dans l'écosystème et les habitats naturels éligibles à la protection par ce qu'on va appeler les APHN, les arrêtés de protection d'habitats naturels, font partie d'une liste qui est définie par décret. Enfin, nous avons les arrêtés de protection de géotopes. Donc, c'est un outil réglementaire pour protéger un site qui figure sur la liste départementale des sites d'intérêt géologique, qui va compléter et préciser les protections générales qui sont apportées par cette inscription en définissant des mesures adaptées pour prévenir la destruction, l'altération ou la dégradation du site et de ses éléments géologiques particuliers. Vous avez ensuite les étapes de création. Donc ici, l'initiative d'un projet peut émerger des acteurs du territoire qui doivent établir un argumentaire scientifique pour motiver la mise en place de cet arrêté, avec ensuite une proposition de prescription et un périmètre. Ensuite, le projet d'arrêté est établi par le service instructeur, donc l'ADREAL, la DDTM, la DIRM, avec une liste des espèces et des habitats visés et des activités mises en cause. Sur la base de cet argumentaire scientifique et du projet d'arrêté, une concertation est réalisée avec les parties prenantes. Donc c'est une étape qui est très importante puisqu'une crainte souvent des acteurs est qu'une aire protégée soit parachutée sur le terrain, qu'il n'ait pas la main dessus ou que cela puisse constituer une mise sous cloche, alors qu'au contraire, cela peut constituer une opportunité d'une réelle conciliation des usages et vraiment créer cet espace de discussion avec les acteurs pour adapter le projet aux enjeux locaux. Le projet d'arrêté est ensuite soumis aux consultations du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et aux consultations locales obligatoires. Le projet d'arrêté est ensuite soumis à une consultation du public, et enfin, le préfet valide l'arrêté pour une durée illimitée. Ensuite, comment s'organise la gestion de ce type d'aire protégée? Ici, en l'occurrence, il n'y a pas de gestionnaire dédié, mais la création peut être accompagnée par la mise en place d'un comité de suivi ou encore le préfet peut choisir de nommer un comité déjà existant. Donc, si par exemple un comité de pilotage pour un site Natura 2000 à proximité, il peut décider de rattacher ce comité-là et il serait donc chargé de suivre également l'arrêté préfectoral de protection. En termes d'atouts, ce type d'outil est réglementaire, le contenu est adaptable à chaque site. C'est une procédure relativement simple et rapide à mettre en œuvre, comme je vous le disais, et c'est un outil qui est mobilisable par l'ensemble des acteurs locaux. En termes de limites, il n'y a pas de plan de gestion ou de gestionnaire qui soit dédié, et donc pas de moyens directement dédiés pour veiller à l'application de la réglementation, à l'exception d'une signalétique sur place. Et donc, encore une fois, ça rappelle qu'il est vraiment essentiel de faire de la concertation et de l'ancrage territorial, car si on ne peut pas bénéficier d'une gestion d'un outil voisin, il faut compter sur la bonne acceptation de l'arrêté préfectoral et sa réglementation pour qu'elle soit bien respectée par les habitants et les usagers du site. Nous avons donc ensuite le renvoi vers les articles de loi ainsi que autres sources utiles. Et donc les fameux exemples en région où les gestionnaires peuvent présenter leur site et expliquer pourquoi cet outil était le plus pertinent pour leur zone à protéger, leurs besoins, ce que cet outil leur apporte. Donc ici, nous avons Julie Deloge, directrice adjointe du CENPACA, qui présente l'arrêté préfectoral de protection de biotopes du Marais de Manteillère et de la Roche des Arnaud, dans les départements des Hautes-Alpes. Et cet arrêté a notamment permis d'interdire les travaux et activités qui impactaient les communautés d'oiseaux hivernants et la structure de la roselière, d'aller au-delà de la réglementation loi sur l'eau et donc protéger davantage les zones humides de petite taille. Et puisque le CEN est propriétaire d'une petite partie du site, cela permet de faciliter la gestion. Un mot maintenant sur l'après. Une fois qu'un statut de protection a été mis en place, ce qui est une première étape cruciale pour réduire les pressions sur son patrimoine naturel, il faut ensuite gérer cet espace, le surveiller, veiller à son bon ancrage sur le territoire, sensibiliser les visiteurs et mesurer l'impact de cet outil aussi. Donc plusieurs ressources existent, comme le guide d'élaboration des plans de gestion qui a été développé et animé par l'OFB. Plusieurs ressources sont aussi disponibles sur le portail technique, je vous ai mis tous les liens. Les gestionnaires peuvent aussi se reposer sur le réseau régional des espaces naturels protégés, le REN, qui est animé par l'ARB et composé de 35 membres. Et enfin, une autre ressource, c'est la liste verte de l'UICN, qui a à la fois une méthodologie et un label international, donc fondé sur un standard international de durabilité. Les sites qui vont être détenteurs de ce label peuvent bénéficier d'appuis techniques. Et au-delà d'une labellisation, la liste verte permet vraiment de rester dans une démarche d'amélioration continue pour progresser dans la qualité de la gestion et de la gouvernance des aires protégées. Quelles prochaines étapes suite à l'apparition du guide? Tout d'abord, nous avons une déclinaison dans plusieurs agences régionales de la biodiversité, donc bien entendu la RB Occitanie avec laquelle nous avons co-créé ce guide,
mais nous avons aussi déjà une version en Centre Val-de-Loire. L'idée, c'est qu'on a travaillé sur cette base commune et maintenant ça peut être répliqué dans différentes régions simplement en faisant des modifications à la marge, donc les exemples d'aires protégées en région ou encore les cartographies. Le guide est sorti en septembre et il est consultable sur le site de la RBE. Et en addition à cela, vous avez un projet de plaquette que vous pourrez bientôt consulter qui sortira prochainement, que nous sommes en train d'élaborer. Et l'idée, c'est de pouvoir ici vraiment s'adresser aux élus en expliquant ce que sont les aires protégées, détricoter les idées reçues que l'on peut avoir dessus et mettre en face des faits. Donc les avantages écologiques, économiques, paysagers, l'opportunité de se rendre compte aussi du caractère exceptionnel de son patrimoine naturel et la possibilité d'engager des discussions là-dessus. À la fin de cette plaquette, vous disposerez de contacts directs pour vous aider dans votre projet, vous conseiller sur le choix de votre outil de protection et aussi vous accompagner dans les démarches qui peuvent s'y rapporter. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, donc soit maintenant via la petite application questions et réponses, soit par mail qui vous sera aussi donné en fin de présentation. Je vous propose maintenant de passer à la présentation sur la réserve naturelle régionale des Gorges de Daluy. Merci Claire. Du coup, je vais prendre la main en partageant mon écran. Non, ça va pas fonctionner comme ça. Hop, Voilà, je pense que c'est bon là. Parfait. Très bien. Merci. Moi, je suis conservatrice de la réserve naturelle régionale des Gorges de Daluy et avec Guy Monnier, qui est maire de Daluy, on a été sollicité par la RBE pour vous présenter un retour d'expérience sur la création de la réserve naturelle et son périmètre de protection. Là. Alors, pour resituer un petit peu aussi le contexte territorial et puis vous rendre compte pardon, de là où nous nous situons, on fera un point sur la localisation et un bref historique de la réserve. On vous parlera du projet de création de cette réserve naturelle régionale, puis ensuite d'un projet de création de périmètre de protection. Et puis enfin, on conclura avec le fonctionnement en fait, de ces deux outils de protection actuellement. Alors pour démarrer, pour la localisation, la réserve naturelle des Gorges de Daluy se situe sur deux communes, Guillaume et Daluy, et aussi La Croix-sur-Roudoule, qui est à 1h30 environ de Nice. Donc aujourd'hui, ça concerne donc, ces trois communes, La Croix-sur-Roudoule, Guillaume et Daluy. La réserve naturelle régionale, c'est le périmètre historique qui a été classé en 2012 et qui fait 1082 hectares et qui concernait dès le début les communes de Daluy et de Guillaume. Et puis enfin, il y a eu un projet de périmètre de protection de la réserve donc, qui a été créé en 2024 et qui rajoute 1886 hectares d'espaces naturels protégés et qui là concerne davantage des terrains privés, mais aussi publics, avec 93 propriétés privées et 4 publiques. Voilà. Donc en tout, en fait, on désigne en fait l'ensemble de ce périmètre par le périmètre de gestion qui fait 2968 hectares. Voilà, donc la réserve, elle a aussi pour objet de rayonner au-delà de son périmètre strict et en lien avec les habitants et les usagers. Voilà, moi je vous ferai remarquer qu'au départ c'était deux communes simplement, Daluy et Guillaume, et qu'avec après 10 ans d'existence, on a réussi à raccrocher une partie de la commune de la Croix-sur-Roudoule. Donc ça veut dire que l'expérience de nos deux communes a été copiée un peu par notre voisin. Alors, pour rappeler quelques éléments d'histoire de la réserve naturelle, donc comme je disais, la réserve elle a été classée en 2012 et c'est une réserve qui est co-gérée par deux structures. Donc la Ligue pour la protection des oiseaux, dans laquelle je travaille et qui est co-gestionnaire de cette réserve avec la communauté de communes Alpes d'Azur, donc qui a été désignée en 2013. À partir de 2016, on a eu un premier plan de gestion qui s'est déroulé jusqu'en 2021, donc 5 ans.
En 2021, on a eu l'évaluation de ce premier plan de gestion. Et puis ensuite, on s'est lancé en fait dans 2 projets qui nous ont pris pas mal de temps, à savoir la démarche Nature Adapt, hein, qui était une étude en fait d'adaptation de la réserve face au changement climatique. Donc ça, c'était en 2022. Ensuite, on a une prolongation en fait du premier plan de gestion pour pouvoir aboutir au projet de périmètre de protection. Et après, juste après la création de ce périmètre de protection, on a pu enclencher l'élaboration du second plan de gestion, du coup un plan de gestion 2025-2034 qui a été validé en juin 2025 récemment donc, et ensuite une dernière étape en décembre 2025 avec la synthèse de ce plan de gestion. Donc, ce plan de gestion, il est vraiment important pour nous en tant que gestionnaire, mais aussi pour les acteurs locaux. C'est vraiment une feuille de route commune où on a défini 2 enjeux spécifiques à la réserve, à savoir des enjeux liés au fleuve Var et ses affluents, donc au cours d'eau. Et puis, un enjeu sur la mosaïque d'habitat notamment et à la grande variété de milieux qu'on peut retrouver grâce à un gradient altitudinal qui est très fort sur ce secteur. Et puis, on a aussi 3 enjeux socio-économiques transversaux qui sont des enjeux importants parce que pour la réussite de l'ancrage territorial et qui sont souvent communs à d'autres réserves naturelles. Voilà. Et ça rassemble quand même 65 opérations qui seront donc réparties sur 10 ans et qui devront être réalisées sur cette période. Moi, je voudrais revenir un peu sur la création d'une réserve. C'est une étape hyper importante. Donc, moi, je n'étais pas encore maire, j'étais premier adjoint de la commune, mais Paul Nobizet, qui était mon prédécesseur, était maire et président de la société de chasse à la fois. Et le fait que la chasse ne soit pas impactée par la création de la réserve a été un atout majeur. Et la pêche aussi, il y a un ruisseau extraordinaire dans cette réserve pour la pêche à la truite, et la pêche n'a pas été impactée non plus, bien que ce ruisseau soit quelque chose d'exceptionnel et où les pêcheurs euh, ont des actions importantes de protection de leur truite. Euh, et le fait aussi que soient prises en compte les activités d'élevage, les activités traditionnelles, c'est aussi un atout important qui a marqué la création de cette réserve. La réglementation des activités de pleine nature, comme le canyoning et le kayak en particulier, qui avait pris une expansion importante au début des années 2010-2012, et a été vue d'un bon œil par les 2 communes et par les usagers également. Voilà. Et je rajouterai que lors de la mise en place du périmètre de protection, on en parlera plus tard, mais le fait qu'on ait ces 10 ans d'expérience de réserve, ça a été un atout important pour, on parle vraiment sur du concret, et ça a été un atout important pour faire accepter ce périmètre de protection. Alors, comment s'est passée la création de la réserve naturelle régionale des Gorges d'Alis? Eh bien, pour commencer, il y avait aussi, donc il y avait forcément les communes, je pense, qui ont ressenti en fait ce besoin de protéger un peu ce lieu exceptionnel hein, qui est marqué par un caractère fort au niveau paysager avec la couleur rouge de la roche. Et puis, assez rapidement, il y a 2 premières structures qui étaient déjà impliquées fortement sur le territoire, la communauté de communes Alpes d'Azur et la Ligue pour la protection des oiseaux PACA, qui ont eu aussi envie de mettre en valeur effectivement cette recherche d'identité et de valorisation du cadre naturel du site, et aussi un intérêt naturaliste, paysager, et je rajouterais aussi géologique, hein, il y a des experts qui le confirment. Donc assez rapidement, il y a eu une bonne entente qui s'est installée avec la possibilité de réaliser des réunions de travail dès 2011 avec les élus, la région, les experts, naturalistes ou experts géologues ou autres experts. Et puis il y a eu quelques animations foncières sur un périmètre élargi pour essayer de définir ce périmètre de réserve et un lancement rapide d'un projet de réglementation associé à cette réserve naturelle. Voilà, et au niveau de la commune de Dalhuy, je dirais que c'était surtout la protection de ce patrimoine géologique qui nous semblait important.
parce que ce sont des roches friables et si les gens vont partir, si on laisse faire tout et n'importe quoi sur ce secteur, on voyait bien qu'il ne pouvait pas être conservé en l'état. Donc, c'est surtout ça qui nous a guidés au départ. Et puis, avec les réunions de préparation, les rencontres avec les experts, on a appris que par rapport à ce milieu naturel, il y avait plein d'espèces qui étaient liées directement et qu'il fallait protéger également et qu'on était vraiment dans le droit fil de ce qu'on voulait. Alors, pourquoi avoir choisi l'outil RNR sur ce territoire? Quel intérêt exactement? Ensemble, on a pensé que c'était quand même une réponse appropriée aux besoins de création d'une identité du territoire, voilà, autour des gorges de Davy, qui sont quand même un site emblématique, marqué effectivement par ce caractère territorial des roches rouges. Voilà, la nécessité, c'est ce que disait Guy à l'instant, la nécessité vraiment de protéger ce milieu au niveau géologique et minéral exceptionnel, hein. Pour exemple, en fait, il y a 70 espèces de minéraux différents, dont 9 espèces qui sont uniques et qu'on trouve ici. Euh, c'est aussi la réserve, c'est un outil qui est une garantie de préservation des habitats, des espèces, de la géologie. Donc par la mise en place en fait et la possibilité d'avoir une gestion raisonnée des activités. Donc on peut agir sur la gestion de la fréquentation, on peut sensibiliser tous les types de publics, on peut mettre en place de la surveillance de territoire. On a une instance de gouvernance qui nous permet d'avoir voilà, une certaine vision sur le territoire avec des personnes qui connaissent les lieux, donc notamment via le comité consultatif. On a une équipe de gestionnaires et ça, c'est quand même important. Et puis, on a aussi ce plan de gestion qui est vraiment notre feuille de route et qui nous permet de nous guider en fait sur une dizaine d'années. Voilà. Le deuxième point important, c'est qu'il y a la possibilité de mobiliser un financement annuel de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et qui permet d'avoir aussi, eux, de leur côté, une équipe de personnes référentes qui nous aident et qui nous accompagnent en fait dans la gestion de la réserve au quotidien. On a aussi sur ce territoire en particulier une grande implication des communes concernées, donc ça c'est vraiment un point intéressant et important. Et enfin, on peut faire partie d'un réseau solide avec les réserves naturelles de France, donc qui est une association qui accompagne les réserves, le réseau régional des espaces naturels, l'Arbre, etc. Voilà. Moi, je pourrais rajouter que le fait que ce soit la LPO et la région PACA et la communauté de communes Alpes d'Azur qui s'occupe des réserves, ça a été un peu un frein parce qu'on s'est dit on va être dépossédé de notre territoire. Mais bon, on a bien compris que c'était une obligation et qu'on était toujours partie prenante dans cette structure. Et puis, le fait qu'il n'y ait pas de contribution financière demandée aux communes, ça a été aussi, bien sûr, c'est que nous sommes des communes rurales pauvres, et ça a été un atout aussi pour créer cette réserve naturelle. Donc voilà, après tout ce travail, la réserve naturelle des Gorges de la Lys, elle est née en 2012, donc 1082 hectares d'espace naturel protégés en protection forte. Donc il y avait une proportion de terrain privé importante en fait sur ce territoire, mais pour une création rapide, une volonté aussi des élus d'obtenir quelque chose de rapide, on a concentré le périmètre proposé sur des terrains communaux. Voilà, pour faciliter vraiment la création de cette réserve. Donc, c'est un périmètre qui est découpé, difficilement lisible sur le terrain qui a des enclaves, en fait, donc des propriétaires privés qui ne sont pas dans la réserve naturelle. Et donc, c'est là, en fait, à partir de ce moment-là où, et d'ailleurs, on l'avait déjà inscrit dans le premier plan de gestion, qu'on a en tout cas, eu l'envie de travailler sur un périmètre plus cohérent et donc qu'on s'est dirigé vers un périmètre de protection. Voilà, mais les communes de Daluy et de Guillaume, il y a quand même une proportion de terrains communaux très importante. Et on a choisi d'aller vite et de créer rapidement cette réserve en se laissant la possibilité d'une extension plus tard. Et on a voulu signer
un engagement rapide. Ça a été vraiment un choix des communes. Ouais. C'est ce qui a permis quand même de faire la réserve en 1 an, donc c'est Voilà. extrêmement court. Alors, donc après cette réserve, effectivement, 10 ans après, on a émis le projet de création d'un périmètre de protection. Donc, pourquoi un périmètre de protection? Donc, la différence, juste un petit aparté pour vous expliquer la différence entre un périmètre de protection et une extension de réserve. Sur la création d'un périmètre de protection, ça ajoute un périmètre autour des limites existantes de la réserve naturelle. On peut avoir une réglementation différente, mais pas forcément. Elle peut être la même ou plus forte ou moins forte. Et il suffit d'avoir l'accord des conseils municipaux et non pas, pas besoin de l'accord des propriétaires privés pour créer ce périmètre de protection. Ce qui est différent pardon, d'une extension d'une réserve, où là, vraiment, on étend les limites existantes. Donc, on remet en question un peu l'outil réserve, puisqu'on remet tout sur la table, on est obligé de tout recommencer et de créer une réserve plus grande avec une même réglementation. Et là, il faut avoir, si on a des propriétaires privés dans cette réserve, il faut avoir l'accord de tous les propriétaires pour qu'ils puissent être intégrés dans cette extension de réserve. Et donc voilà, le choix s'est porté sur la première solution, car l'accord de tous les propriétaires semblait impossible. Il faut savoir que sur les communes, sur le périmètre actuel, il y a déjà plusieurs dizaines de propriétaires. Il y en avait plusieurs solutions. Il fallait l'accord peut-être de plusieurs centaines de propriétaires, dont, comme beaucoup de propriétés en indivision. Donc ça nous semblait à peu près impossible. C'est pour ça que nous avons choisi le périmètre de protection avec une mise en place plus rapide et plus facile et une réglementation plus souple aussi pour être plus acceptée facilement par tous les propriétaires et les conseils municipaux. Parce que voilà, même après 10 ans d'expérience, les conseils municipaux, comme le conseil municipal en particulier de la Croix-sur-Roudoule, n'étaient pas forcément acquis à notre cause. Donc oui, effectivement, donc, pour remettre un peu dans le contexte et le constat, c'est qu'on avait déjà un périmètre de réserve très découpé avec la présence d'enclaves. Donc ce travail, il était inscrit dans le premier plan de gestion, donc on l'a enclenché. L'intérêt aussi, c'était d'intégrer enfin des propriétaires privés et qu'ils puissent s'investir un peu aussi dans la gestion d'une réserve naturelle et de faire de l'ancrage territorial aussi. Ça a été un point positif de lancer ce projet. Et puis d'avoir aussi un périmètre qui est réglementé, hein. C'est pas comme une aire d'adhésion de parc national, en fait, où là, c'est vraiment une zone tampon et qui bénéficie d'une réglementation. De conserver effectivement le périmètre de la réserve déjà existant sans le remettre en question. Et le tout est de passer par une enquête publique où nous ne sommes même pas obligés de faire une animation foncière. Du coup, le projet de périmètre de protection, à la base, on avait imaginé trois scénarios différents, à savoir, voilà, quelque chose de très, très grand, hein, qui faisait, je ne sais plus, mais presque 10 000 hectares, qui allait jusqu'aux gorges du Science, donc qui sont les gorges voisines. Ensuite, un second scénario plus petit, mais qui incluait beaucoup, beaucoup de parcelles sur la croix sur Roudoule, notamment. Et puis bon, après consultation, et puis on a réduit le projet voilà, à quelques parcelles de la Croix-sur-Roudoule qui étaient favorables pour intégrer ce périmètre de protection. Donc c'est quand même, parce qu'il y a beaucoup de parcelles privées, hein, quand même dans ces secteurs ruraux, c'est quand même 1159 parcelles qui étaient concernées et 93 propriétaires différents à consulter. Oui, ben, je pourrais rajouter que la configuration, les terrains communaux sur Daluy, Guillaume et la Croix-sur-Roudoule, c'est pas du tout pareil. À Daluy, par exemple, pour la commune qui fait 4 000 hectares, on a 1 500 hectares de terrains communaux. Guillaume a 8 700 hectares et il a plusieurs milliers d'hectares de terrains communaux, alors que la Croix-sur-Roudoule a très peu de terrains communaux sur une commune de 3 300 hectares, il me semble. Et il y a moins d'une centaine d'hectares de communal. Donc, les propriétaires privés
on fait une pression importante pour qu'on se cantonne au versant vallée du Var de la Croix-sur-Roudoule. Donc pour revenir rapidement hein, sur pourquoi se faire ce projet, et bah, l'objectif numéro un, c'était d'avoir aussi une unité paysagère cohérente. Parce que bah, aujourd'hui, voilà, par rapport aux roches rouges, etc., c'était pas forcément ce qui ressortait en premier avec le premier, euh, le premier périmètre de la réserve naturelle. Ensuite, c'était d'intégrer en fait une mosaïque d'habitat pour renforcer le rôle de la réserve en tant que réservoir de biodiversité. L'objectif 3 était d'avoir une unité donc, géologique et écologique cohérente hein, pour qu'on puisse avoir des connaissances scientifiques consolidées et une gestion globale améliorée. Et puis enfin, l'objectif 4, c'était vraiment de protéger un héritage culturel commun, voilà, et d'accompagner un peu les activités et la qualité de vie sur le territoire. Voilà. Donc pour ce projet, on a, avec l'ensemble des élus et autres personnes du territoire, on a décidé quand même de réaliser une animation foncière. On aurait pu l'éviter, on n'était pas obligé, mais quand même le but bah, des gestionnaires ou des élus locaux, c'était aussi d'avoir une acceptation sociale de ce projet. Et puis après 10 ans de réserve naturelle, en fait aussi de pouvoir exprimer l'intérêt en fait de ce périmètre de protection. Donc il y a eu quand même 2 ans d'animation foncière et de concertation qui ont été réalisés avec bah, la rencontre des propriétaires fonciers, des ateliers de concertation où les personnes ont pu s'exprimer et puis une réunion publique d'information pour ce périmètre de protection. Donc c'est environ une cinquantaine de propriétaires qui se sont renseignés, qui sont venus. Euh, Ensuite, il y a eu la validation du projet donc, par les communes, pardon, donc à savoir les 3 communes, Daluy, Guillaume et La Croix-sur-Doue. La réunion publique en mars 2023 et puis enfin le montage du dossier pour l'enquête publique. Voilà, moi je rajouterais que même pour convaincre les conseils municipaux, l'intervention des animateurs de la réserve a été prépondérante. Et informer tous les propriétaires, ça paraissait quelque chose de tout à fait normal pour que chacun se sente concerné, qu'on ne fasse pas les choses dans le dos des propriétaires, ce qui aurait pu être le cas, on aurait pu nous juger comme ça. Donc nous, on a demandé à ce que euh, il y ait une information importante auprès de tout le monde, et ça s'est très bien passé, je dirais. Voilà, on a même créé un petit flyer pour rassurer et convaincre aussi des propriétaires qui n'auraient pas pu venir bah, aux réunions. Voilà, en leur exposant un petit peu pour eux, est-ce que ça changeait quelque chose ou pas de faire partie du périmètre de protection et leur laisser aussi le libre choix de s'exprimer ou de nous appeler en fait s'ils avaient des inquiétudes particulières. Donc c'est un flyer qui a été distribué largement sur le territoire. Et puis ensuite, il y a eu donc l'enquête publique hein, qui a duré 1 mois, de septembre à octobre. Avec notamment les résultats de l'enquête hein, directement, parce que c'est ce qui est le plus important, c'est quand même il y a eu 70 visites du registre numérique qui étaient disponibles, 265 téléchargements des pièces du dossier. Donc on sent bien qu'avec la communication qu'on a fait, il y a eu quand même pas mal de personnes qui se sont intéressées à ce projet. Donc, on a eu 24 contributions à l'enquête publique avec 18 avis favorables, 4 avis neutres et 2 avis défavorables. Les avis défavorables aussi étaient liés à des interrogations. 9 personnes nous ont posé des questions, bah, notamment sur ce qui inquiète le plus, hein, c'est tout ce qui est usage autorisé. Est-ce qu'on va avoir le droit de faire des travaux de restauration de nos bâtiments? Est-ce qu'on peut entretenir nos parcelles comme on le souhaite? Est-ce qu'on pourra continuer la chasse? Voilà, quelles sont les méthodes de surveillance et application de la réglementation, tout ce qui concernait le pastoralisme et la biodiversité, et puis par exemple les droits de propriété, hein, souvent c'est une inquiétude à soulever où les gens ont l'impression d'être dépossédés de leur propriété, mais ce n'est pas du tout le cas et le but. Voilà. Donc après cette enquête publique, le commissaire enquêteur a rendu son rapport, a insisté sur la bonne communication tout au long du processus,
que tous les avis exprimés ont été pris en compte sur le territoire, que le dossier était complet, que le projet était cohérent. Et donc, voilà, le rapport a été transmis au tribunal administratif et publié en décembre 2023. Et puis en fin de procédure, eh bien, il y a eu donc une présentation au Conseil scientifique régional pour la protection de la nature, donc en décembre 2023. Une validation par le Conseil régional, hein, évidemment, donc qui rajoute ces 1886 hectares autour de la réserve naturelle. Et puis un petit point, d'ailleurs, qu'a abordé Claire sur la présentation précédente, au sens de la stratégie nationale des aires protégées. Aujourd'hui, le périmètre de protection, enfin de la réserve naturelle régionale, n'est normalement pas considéré comme contribuant à l'atteinte des 10% de zones de protection forte. Mais il y a bien sûr cette analyse au cas par cas. Et là, la réserve naturelle régionale des Gorges d'Alis avec son périmètre de protection rentre normalement là-dedans. Donc c'est par rapport au respect de conditions. Donc si les activités anthropiques sont compatibles avec les enjeux du site, qu'il existe bien un plan de gestion. Donc là, le plan de gestion a été fait et le périmètre de protection est pris en compte. Et qu'il y a toujours des dispositifs de contrôle par rapport avec la mise en place de police de l'environnement. Voilà. Et enfin, comment ça fonctionne aujourd'hui? C'est des outils de protection complémentaires. Ça fonctionne très bien, hein. On considère un périmètre de gestion de 3000 hectares quand même d'espaces naturels protégés. C'est comme ça, en tout cas, que nous, en tant que gestionnaires, au quotidien, on y travaille. On a une cohérence territoriale, donc ça, c'est vraiment important, que ce soit au niveau paysager, écologique. Tout ce qui est action de gestion, on le fait plus largement. Et puis, on a une complémentarité avec les autres outils de protection de la nature qui sont sur place sur le territoire, à savoir zone Natura 2000, aire d'adhésion du parc national du Mercantour. Voilà, et puis ça nous permet de mieux travailler sur l'ancrage territorial, de consolider des partenariats, et puis c'est quand même une forte plus-value, je pense, pour le territoire, les communes et la communauté de communes Alpes d'Azur. Voilà, moi, je voudrais rajouter qu'il y a pas mal d'actions qui sont menées en commun par les associations locales de chasse, de pêche, de canyoning. Là, on vous a mis quelques photos de l'enlèvement des déchets des gorges de Daluy, où l'année dernière, on a réuni 30 participants pour sortir près de 4 tonnes de ferraille du lit du Var dans les gorges de Daluy. Le conseil départemental a été mis à contribution et puisqu'il nous a remonté ces ferrailles en hélicoptère et donc ça a été nettoyé, il est prévu de refaire la même action cette année sur ce site et puis un autre dans le lit inférieur du Var. Euh, et qu'il y a pas mal d'actions qui sont faites en commun, en corrélation avec la réserve naturelle, des animations sur les fêtes locales, sur les foires, des discussions sur la gestion des espèces, des animations de stands. On m'a invité moi-même en tant que président de société de chasse à participer à une animation sur le brame du cerf, où j'ai pu apporter toutes mes connaissances de la faune sauvage et tout mon investissement depuis plus de 30 ans sur la vallée pour la gestion de la faune sauvage. Et je dois dire que les rapports au niveau local sont vraiment cordiaux et que ça se passe très bien et que on arrive à travailler tous dans le même sens, je dirais, pour la protection de la nature. Je rajouterais que sur la commune de Daluy, il y a une réserve nationale de chasse et de faune sauvage qui a été instillée par les chasseurs de 930 hectares, qui a été créée par les chasseurs il y a maintenant au moins 40 ans. Et donc, voilà, on n'est pas. Les chasseurs veulent montrer aussi qu'ils sont là pour protéger ce qui mérite d'être protégé, qu'on n'a pas attendu la réserve, mais qu'on peut travailler ensemble, tous dans le même sens. Et c'est une chose qui me paraît essentielle. Donc voilà, nous avons fini. On vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation qui a été très riche. On va passer au temps de questions, donc dans les 10 minutes qui nous restent. Et je passe la main donc à Gunel Fidanti, ma collègue de l'ARBE.
Bonjour à tous. Oui, donc il y a eu pas mal de questions, mais il y en a pas mal de questions finalement qui ont reçu leurs réponses pendant les différentes interventions. Alors au niveau de la réserve, il y avait une personne qui voulait savoir un peu au niveau de votre réserve naturelle régionale, les espèces emblématiques que vous aviez finalement sur votre territoire. Oui, ouais, désolé, on n'a pas eu le temps d'aborder tout ça, hein, mais donc plusieurs choses. Donc j'ai parlé un petit peu de la géologie déjà aussi. On a des figures sédimentaires assez remarquables. On a les 70 espèces de minéraux, donc dont 9 qui sont nouveaux pour la science. Et puis après, au niveau des espèces emblématiques, on a notamment on va dire les stars, c'est les escargots endémiques des gorges de Daly. Il y a deux espèces hein, qui ne vivent que sur la roche pélite, donc la pélite rouge, hein, qu'on retrouve aussi dans les gorges du Science. Donc à savoir le maillot des pélites et la marbrée des pélites. La marbrée est une espèce plus rare que le maillot. On a du lait, enfin là, ce qui est assez remarquable aussi, c'est la transition entre la Méditerranée et les Alpes qu'on retrouve sur cette réserve, où on va avoir par exemple du lézard ocellé, donc à basse altitude, et plus haut dans la réserve, on va avoir des milieux subalpins, on va retrouver du tétralyre, des petites chouettes de montagne comme la chevêchette d'Europe. Voilà, il y a, je crois, 7 papillons protégés aussi, l'Apollon, l'azuré du serpollet. Voilà, donc il y a une certaine diversité qui est vraiment liée donc, à ce gradient altitudinal hein, qu'on retrouve et la diversité des milieux, à savoir des secteurs plus secs avec de la pélite et jusqu'au milieu subalpin, des zones de falaises, enfin de parois rocheuses importantes qui abritent des chauves-souris comme le grand rhinolophe. Enfin, voilà, il y a une belle richesse. Merci beaucoup. Et par rapport aux discussions qu'on a eues par rapport au lien avec les propriétaires, finalement, ça change quoi exactement pour eux, pour les propriétaires, finalement, concrètement? Ben, oui, voilà, moi je suis beaucoup en relation avec les propriétaires, hein. Il faut dire que il y a peu d'habitats dans le périmètre d'adhésion de la réserve et que les propriétaires qui étaient inquiets, c'est ceux qui ont une maison, qui ont quelques murets à retaper, mais ils ont besoin de consulter. Il y a une consultation qui se fait et puis les travaux peuvent se faire. Et la réserve est là aussi pour les aider peut-être à relancer certaines cultures parce que Daluy, c'est la limite supérieure de culture de la vigne, de l'olivier, de certains arbres fruitiers, d'amandiers par exemple. Et moi, je suis là pour aider ces propriétaires et les aider à remettre en culture certaines parcelles. Donc, ils ont tout à y gagner parce qu'on va les aider à avoir des subventions, des aides, des conseils, ne serait-ce que des conseils sur la vigne en particulier. Il y a des études qui ont été faites et puis on peut les conseiller très utilement. Et je pense qu'ils ont tout à y gagner d'être dans ce périmètre de protection de la réserve. J'ai un bon exemple aussi de l'intérêt de faire partie du périmètre de protection, c'est que la première chose, c'est que les bâtiments qui étaient situés sur des parcelles, donc ces parcelles, elles ont été exclues du périmètre de protection pour éviter les conflits de restauration, d'amélioration des travaux. Et la deuxième chose, c'est un exemple, on a une association qui s'appelle l'Association des Trois Hameaux, qui est là pour restaurer le patrimoine culturel des sites et des anciens hameaux. Et en fait, là, la réserve en fait est consultée et on peut les accompagner en fait dans leur projet de restauration. Notamment, là, il y a une restauration d'une maison, d'une ancienne maison qui est envisagée pour faire un lieu d'exposition en fait sur les richesses naturelles du secteur et puis aussi de restaurer une partie de la maison pour les chauves-souris. Donc voilà, c'est des bons projets qui peuvent être intéressants aussi pour les propriétaires privés de pouvoir être accompagnés comme ça et d'avoir ce label entre guillemets réserve naturelle où ils peuvent demander aussi des financements quand c'est une association qui sollicite pour restaurer des secteurs. Voilà.
Alors, il y a pas mal d'autres questions, mais je crois que je vais passer sur un peu une question par rapport au guide, en fait. Donc là, ça va être plus pour toi, Claire. Il y a une personne qui avait l'impression que le guide, finalement, il regroupait plutôt des approches descendantes des institutions vers les populations. Et il se demandait finalement les approches ascendantes ou horizontales, ben, comment ça se passait et comment faire finalement quand on a des enjeux sur notre commune ou sur notre territoire pour lancer ce type d'accompagnement. Merci Lionel. Oui, alors merci pour la question. En fait, c'est un peu tout l'enjeu d'avoir pu faire des fiches détaillées par type d'aire protégée, c'est qu'on voit vraiment toutes les étapes de création. Et donc, quand on se penche vraiment dans le détail, en fait, on voit que l'initiative de mettre en place une aire protégée, ça peut venir de n'importe où. Et donc, c'est là qu'on peut retrouver cette approche un peu plus ascendante ou horizontale, donc comme l'exprimait cette personne-là. Donc, par exemple, si j'ai un enjeu sur ma commune, que je suis une citoyenne lambda et que j'ai envie de m'intéresser à ça, il faut faire dans un premier temps, c'est essayer de se rapprocher des gestionnaires qui sont présents sur ma commune. Donc, si par exemple ma commune est englobée dans un territoire d'un parc naturel régional ou d'un parc national, ou voir un peu les associations qui sont gestionnaires aussi, qui peuvent être sur le territoire de ma commune, et se rapprocher aussi des directions départementales des territoires, donc de la maire aussi pour les départements qui sont concernés, et éventuellement se rapprocher de la région, de l'Adréal, de la RBE, qui ont un niveau un peu plus régional, mais qui peuvent ensuite aiguiller. Parce que l'idée, c'est d'abord de présenter un argumentaire scientifique pour justifier de l'intérêt de cette protection qu'on a envie de faire sur sa commune. Mais donc ça, en fait, même un collectif de citoyens peut le faire remonter cet argumentaire scientifique-là, par exemple, au DDT, qui, elles, ensuite, vont nous faire remonter les projets au niveau régional. Et ensuite, si jamais le projet présente vraiment un réel intérêt, ça peut être sélectionné. Ça peut être dans une liste, en fait, de projets d'aires protégées ou de zones de protection forte que nous intégrons dans notre plan d'action territoriale dont je parlais en début de présentation, où je vous faisais le contexte avec la stratégie nationale sur les aires protégées. Donc c'est un peu dans le processus de création, quand je vous disais que tout le monde a un rôle à jouer, c'est là qu'on peut retrouver vraiment cette horizontalité. Merci Claire. Alors juste pour finir, c'est vrai qu'il y a eu quelques questions quand même autour finalement de du tourisme, des questions de surfréquentation, etc. Donc au niveau de la réserve, peut-être que vous avez déjà un retour par rapport à ces questions-là. Oui, non, moi je veux bien. Oui, 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 ben il est évident que en dehors de la protection de la nature, il y a eu un engouement pour le retour à la nature, surtout après le Covid et tout. Et donc, l'avantage de cette aire protégée, c'est qu'il y a des espaces d'accueil pour les gens, il y a des itinéraires, il y a un bivouac, et ils peuvent profiter pleinement de la nature sans aller partout, je dirais. Les propriétaires en sont très contents et les municipalités aussi. Bien sûr, il y a un engouement et le taux de fréquentation augmente, mais les gens sont bien orientés, bien renseignés. Il y a l'été, par exemple, les gardes régionaux forestiers sur le parcours qui vont discuter avec les gens sur les aires de repos au bord de la route. Ils peuvent être rencontrer les animatrices de la réserve. Et c'est un plus pour les communes parce que ça nous aide à orienter les gens d'un côté ou de l'autre, à les orienter vers l'Office du tourisme, vers des commerces éventuellement, vers de la production locale aussi, de fromage, de viande, de légumes, de produits bio. Et donc, c'est un atout intéressant pour les communes. Ouais, on pense que, en tout cas, réserve ou pas réserve, on aurait eu l'effet d'augmentation de la fréquentation, comme ça a pu être constaté dans d'autres aires protégées ou d'autres espaces naturels non protégés. Et que, en fait, la présence de la réserve est vraiment un atout, comme dit Guy, pour renseigner et un peu viser, on va dire, du tourisme un peu plus respectueux de l'environnement. Voilà. Mm. Merci beaucoup. Je vois qu'au niveau de l'horaire, ça va être le temps déjà de conclure. Alors, il y a certaines questions auxquelles on n'a pas pu répondre, donc on vous répondra par mail si besoin. Je laisse la parole à Claire pour nous parler du Biodive Tour. Oui, c'était peut-être juste pour conclure. Merci beaucoup à Guy Monnier et Cécile Lemarchand d'avoir témoigné sur la réserve naturelle régionale des Gorges de Daluy et vous indiquer qu'il y aura un Biodive Tour normalement fin septembre qui sera organisé sur cette réserve. Donc, pour rappel, les Biodive Tours, ce sont des dispositifs animés par la RBE où l'idée, c'est d'inviter des collectivités
Ça peut être à destination des collectivités, soit les élus, soit les techniciens, mais il peut y aussi avoir des associations qui peuvent venir. Et l'idée, c'est un peu d'inspirer, en fait, via ce BioDiv Tour, inspirer à pouvoir répliquer en adaptant, bien sûr, sur son territoire ce qui a été mis en place. Et donc là, en l'occurrence, cet outil d'air protégé qu'on trouvait très intéressant. Donc, vous aurez toutes les informations et on vous remercie pour votre participation à ce webinaire. Donc, merci encore une fois aux intervenants et merci Gunel Chidanti pour l'animation. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions par la suite. Et donc, comme l'a dit Gunel, on reviendra aussi vers vous pour les questions que nous n'avons malheureusement pas eu le temps de traiter dans le temps qui nous était imparti. Je vous souhaite une très belle après-midi.